beaucoup d'entre vous utilisent la séquence en induction en séquence rapide classique avec un faux sentiment de sécurité. Donc c'est la première chose, c'est vous dire que c'est pas parce qu'on fait un CELIC et tout que rien ne peut arriver. Deuxième chose, je vais vous montrer une autre technique qu'on peut utiliser chez l'enfant et chez l'adulte. Il y a beaucoup de pays qui l'ont adopté. La France ne l'a pas encore adopté parce que la sphère est un peu rigide et qu'ils ont... Voilà. Mais ça va changer. Donc vous pouvez utiliser ça chez tous les patients, sauf en obstétrique. En obstétrique, il faut rester prudent. Il y a une tendance à changer la technique en obstétrique aussi, mais n'oubliez pas en obstétrique, il y a deux personnes, il y a aussi le bébé. Et donc, par exemple, laisser tomber la myoplégine en obstétrique, ça risque de vous donner des bébés paralysés quand ils se réveillent. Donc ça, il faut bien faire attention. On parle ici de l'anesthésie hors du cadre obstétrical, parce que là, il y a le bébé qui intervient aussi bien pour les curares que pour les morphiniques, que pour l'hypnotique qu'on a utilisé. Donc, attention, pour l'anesthésie obstétricale, vous continuez à appliquer la Bible telle qu'elle existe. Alors, qu'est-ce qu'on vous apprend dans les livres encore maintenant? Mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait une induction en séquence rapide? On préoxygène, on donne une dose fixe d'un hypnotique, celui que vous voulez. On fait un CELIC, on donne la myoplégine, on attend 60 secondes sans rien faire, puis on intube, et puis on arrête la pression cricoïdienne que quand quelqu'un a confirmé que vous avez bien intubé la trachée. Donc une auscultation et ou un capnogramme qui sont corrects. Alors c'est sûr, le but ici c'est pas de démolir ça. Et donc c'est une technique qui a été instaurée en anesthésie dans les années 70, au début des années 70, sur base d'un ou deux articles. Donc on parle toujours d'évidence-based medicine et d'expérience-based medicine. Ici, il n'y a pas eu beaucoup d'évidence pour que ce soit adopté, tellement ça avait l'air évident. L'expérience a confirmé que c'était une bonne technique. Mais maintenant, c'est devenu quelque chose qui est éminence-based. C'est devenu un dogme que personne ne remet en question. Et à la vue de ce qu'il y a, des choses modernes en anesthésie, il faut la remettre en question pour la sécurité du patient. Donc c'est sûr que le but initial, c'était d'éviter l'inhalation du contenu gastrique à l'induction. Et ça marche, mais pas dans tous les coups. Et donc ça, à l'époque, ça a contribué à augmenter la sécurité de l'anesthésie générale. Mais on ne se souciait pas beaucoup de l'hémodynamique, de l'hypoxémie, on n'avait pas de pulse oxymètre, du risque que les patients soient à moitié éveillés pendant qu'on les intubait. On n'avait pas de moyens pour détecter ça. Et le but, c'était sauver la vie, éviter une fausse déglute. Le but, c'était pas, si les gens étaient un petit peu éveillés, finalement, c'était secondaire. Et donc, ça a été basé principalement sur des hypothèses, plus que sur des bases scientifiques. Alors, je vous propose ça comme petit plan. Donc, est-ce que ça existe réellement, les fausses déglutitions chez l'enfant? Et puis, on va un petit peu passer toutes les étapes de l'induction en séquence rapide avant de vous proposer une autre façon de faire. Donc, d'abord, quand vous lisez tous les articles, quand on parle d'inhalation du liquide gastrique, on dit attention, il y a des facteurs de risque. Et le facteur de risque d'une inhalation gastrique, c'est de dire, et c'est quand vous avez un pH inférieur à 2,5 ou 1 et un volume supérieur à 0,4 ou 0,8 dans l'estomac. Ça n'a rien à voir. C'est ce qu'il y a dans l'estomac, ce n'est pas ce qu'il y a dans les poumons. Mais on est parti de nouveau d'une expérience sur quelques singes macaques chez qui on injectait 0,4 ml/kg d'acide chlorhydrique, donc un pH inférieur à 2,5, directement dans la trachée ou dans un poumon, dans une bronche, et on regardait ce que ça faisait, et ça faisait un ARDS évidemment. Mais ça n'a rien à voir avec le volume qu'il y a dans l'estomac. Mais c'est de nouveau un raccourci qui a été fait de façon extraordinaire, et vous lisez toute la littérature sur l'estomac plein, on revient toujours avec cette question de volume, qui ne veut rien dire. On prend un concept d'une étude pour le transposer dans le concept de la médecine humaine, et donc ça n'a rien. C'est sûr qu'au plus votre estomac est rempli, au plus le risque est grand que ce qui est dedans sorte. Mais ces petits volumes-là, ça ne veut rien dire. Et maintenant, quand il y a des études qui ont été faites en résonance magnétique chez des enfants à jeun, on se rend compte qu'un bon nombre de patients ont des volumes supérieurs à ça dans la vie de tous les jours. Et vous avez
si vous prenez le temps de vider l'estomac des gens que vous avez tués, vous allez voir que souvent, il y a pas mal de choses dans l'estomac. Et pourtant, ils n'ont pas fait de fausse déglutition. Donc cette notion de pH inférieur à 2,5 ou 1 et de volume supérieur à 0,4 ou 0,8, c'est un truc de littérature, mais dans la vie de tous les jours, ça ne veut rien dire. Donc quelles sont les vraies situations à risque d'inhalation? La première, c'est toutes les urgences. Toutes les urgences. Mais ce qui compte dans les urgences, ce n'est pas tellement le contenu de l'estomac que sa pression. Donc vous pouvez avoir quelqu'un qui a un estomac quasiment vide, mais si vous ventilez son estomac, que vous augmentez la pression dans l'estomac, il va faire une fausse déglutition. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a un estomac à moitié rempli, s'il n'y a pas d'augmentation de pression dans cet estomac, rien ne va se passer. Donc il faut faire la différence entre volume et pression. Et donc vous pouvez aussi avoir un risque d'inhalation du liquide gastrique quand vous avez un estomac que vous croyez vide parce que le patient est à jeun, mais qu'il y a une augmentation de pression abdominale parce que par exemple il y a de l'acide ou une énorme tumeur qui bloque la sortie de l'estomac. Vous pouvez aussi avoir des ésophages pleins. Donc quelqu'un qui a une sténose de l'ésophage ou une achalasie, donc une sténose fonctionnelle de l'ésophage, il peut être à jeun depuis des heures, vous aurez toujours un ésophage plein. Et méfiez-vous parce que c'est ceux-là qui vous font des fausses déglutitions. Vous les endormez et bloups, cet œsophage se vide. Donc dans ces situations-là, il faut essayer de vider l'œsophage avant l'induction. Passer une petite sonde et vider l'œsophage. Sinon cet œsophage va se vider. Ça nous arrive régulièrement. On a encore eu 2 achalasies il y a 1 an. Personne n'avait achalasie, boum boum, on l'endort, puis blutch. Pourtant il était à jeun. Oui, mais tout était dans son œsophage. Il n'y a pas eu de fausse déglute parce qu'on a fait ce qu'il fallait, mais c'est pour vous dire qu'attention, ce sont des patients dangereux. Un œsophage qui a été remplacé, plastique colique ou de plastique réel. Pourquoi? Parce que le système sphinctérien ne fonctionne plus. Et donc quand le patient est couché, ça peut remonter tout seul. Le reflux gastro-œsophagien, maladie. Donc les gens qui ont un reflux vraiment important, qui ont le brûlant et tout, méfiez-vous quand même. L'obésité, c'est contradictoire dans la littérature, mais méfiez-vous, un obèse, toujours faire attention. Et bien sûr, toute personne qui a un trouble de conscience, simplement parce que là, il y a un problème de coordination des mouvements du larynx et du pharynx. Donc, il peut même faire une fausse déglute de sa propre salive. Est-ce que c'est fréquent en anesthésie pédiatrique? Il y a des vieilles études, et vous voyez ici, ils avaient sur 50... Donc, simplement, ils ont pris, un peu comme dans Mexis ici, ils ont regardé avec informatique toutes les anesthésies qu'ils avaient faites. Donc sur 50 000 anesthésies chez l'enfant, ils ont eu 50 cas. Donc ça fait 5 pour 10 000. Et donc c'était en 98. Donc 41 fois à l'induction. Ça peut aussi arriver au réveil. Ici une autre étude, ils avaient, de nouveau, c'est à peu près la même année, 60 000 anesthésies et ils avaient moitié moins. Donc voilà, à peu près 4 sur 10 000. Mais s'ils regardaient la différence entre urgence et électif, il y avait beaucoup plus. C'était 25 pour 10 000 en cas d'urgence, 2 pour 10 000 si c'était électif. Et sur ces 25 cas, il n'y en a eu que 21 à l'induction. Vous voyez, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas les données tout à fait précises, mais si on regarde les tranches d'âge, on n'a pas les dénominateurs. Et si on regarde les tranches d'âge, vous voyez que c'est à peu près réparti de la même façon dans toutes les tranches d'âge. Les études plus récentes, vous voyez ici, à peu près 2 pour 10 000, mais c'était dans 50% des cas au réveil. Et ici, de nouveau, encore une étude plus récente, 2 pour 10 000. Donc, on reste autour de ce chiffre de 2 pour 10 000. Et une étude publiée l'année passée, où en Angleterre, ils ont pris pendant 1 an, dans 11 grands centres, ils ont collecté le nombre qu'ils avaient. Et donc, de nouveau, ils ont eu sur 120 000 cas, 24 cas. Donc, on est de nouveau à ces 2 pour 10 000, avec 2,2. C'est un tout petit peu plus si c'est des urgences. Il faut savoir que dans ces hôpitaux-là, il n'y a qu'à peu près la moitié des anesthésistes qui utilisent l'induction en séquence rapide classique. Comme je vous ai montré, les autres font autre chose quand c'est une urgence, mais ils n'utilisent pas le CELIC et tout. 12 fois c'était à l'induction, donc là 50% des cas c'était à l'induction, alors que les règles de jeûne avaient été observées. On n'a pas les détails, mais c'est probablement des gens dont on a ventilé l'estomac de façon un petit peu énergique. 12 fois c'était pendant l'entretien, c'était dans 10 soit avec des inductions, des anesthésies au masque, soit avec des masques laryngés. Donc méfiez-vous, les masques laryngés, il faut tenir le patient à l'œil, être sûr qu'il dorme assez.
Donc il y a des cas qui ont été asymptomatiques, ça, on s'est rendu compte de ça en faisant l'aspiration de l'estomac ou de la trachée. Il y en a qui ont eu des signes immédiats, ils ont désaturé, ils ont fait un bronchospasme, et d'autres où ça a été un peu plus tard. Dans la moitié, un peu plus de la moitié des cas, il y avait une comorbidité. Ces comorbidités étaient une pathologie, une obésité, une insuffisance rénale, une augmentation de la pression abdominale, rappelez-vous, un œsophage pathologique, soit un reflux, soit un œsophage, une achalagie, un œsophage remplacé. Et regardez, plusieurs fois il y a eu des intubations, ventilation difficile, 3 fois. Donc on a sans doute ventilé l'estomac. Et dans 5 cas, l'anesthésie était trop légère. C'est un événement rare, mais qui n'est pas anodin. On a souvent l'impression que, bof, petite fausse déglude, je lui mets une CPAP pour réveil, et puis c'est fini. Il ira peut-être une fois un petit peu aux soins, et puis c'est fini. Pas du tout. Regardez, dans les études sur les arrêts cardiaques aux États-Unis, ça a été la cause d'1% des arrêts cardiaques. Donc ça peut provoquer un arrêt cardiaque. Dans des études anglaises, ça a été responsable de 10 sur 606 incidents, et dans 2 sur 10 cas chez l'enfant, ça a été responsable de séquelles. Bon, et une fois c'était pendant la phase d'entretien avec un masque laryngé, une fois c'était pour l'extraction d'un corps étranger. Vous voyez, c'est pas anodin. De même, dans un autre audit anglais, le fait de faire une fausse déglutition a été responsable de 50% de la mortalité associée à un problème des voies aériennes. Donc, attention, c'est pas quelque chose d'anodin, ça peut mal finir. Si on revient à la seule étude qui décrit un peu ce qui s'est passé, c'était celle de Warner en 99. Donc ils ont eu 21 cas. Il faut en retirer 2 parce qu'ils ont fait une fausse déglute avant qu'on les endorme. Donc ils n'étaient vraiment pas bien. Alors dans 9 cas, ils ont utilisé une induction en séquence rapide. Ils se sont dit, oulala, estomac plein, il n'est pas à jeun, gros ventre. Je fais l'induction en séquence rapide classique. Et dans 10 autres cas, ils ne l'ont pas fait. Sur ces 10 autres cas, il y en a eu 3 où c'était une intubation difficile. De nouveau, intubation difficile, risque de fausse déglutition. Il faut, quand vous avez une intubation difficile, il faut toujours faire attention, je pense, et demander de l'aide. Il faut quelqu'un qui s'occupe de l'anesthésie et quelqu'un qui s'occupe de l'intubation. Parce que vous êtes dans votre trip pour intuber et vous risquez d'oublier que le patient est en train de se réveiller. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ben voilà, tous ceux qui ont fait une fausse déglutition, ils ont toussé ou ont eu un mouvement du diaphragme à un moment où on essaie de les intuber. Donc probablement qu'ils ne dormaient pas assez. Sur les 19 fausses déglutitions, il y a 9 qui ont été symptomatiques. Donc il y en a d'autres où on a juste aspiré un petit peu et ça passe. 5 ont dû aller aux soins intensifs pour être ventilés plus de 48 heures. Il n'y a pas eu de mort. Donc, comme je vous dis, l'induction en séquence rapide ne protège pas de la fausse déglutition, mais il faut l'intubation difficile est un moment à risque de fausse déglutition et l'anesthésie trop légère est aussi un facteur de risque important. Alors voilà, on va passer à d'autres choses. Voilà, maintenant on vous dit qu'il faut endormir cet enfant en séquence rapide, il faut le préoxygéner. Alors quand vous avez un petit peu l'habitude d'endormir les enfants, faire accepter le masque à un enfant qui est en urgence, qui est stressé, qui ne sait pas très bien ce qui lui arrive, c'est pas facile. Vous allez souvent créer plus d'agitation. C'est pas évident de garder un masque étanche non plus. Donc faire une bonne préoxygénation chez un enfant, c'est pas facile. Même si vous arrivez à le faire, ça va être difficilement efficace. Ça, c'est une petite lettre qui est parue en 94. C'est une petite lettre, j'ai trouvé ça par hasard par après. Et c'est passé tout à fait inaperçu, mais regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont ventilé avec 100% oxygène pendant 5 minutes au masque. Et puis ils ont entendu. Et regardez jusqu'au moment auquel la saturation descend à 90%. Qu'est-ce qu'ils ont montré? Et qu'au plus les enfants sont petits, donc là vous avez 10 ans, là vous avez 0 ans, au plus l'enfant est petit, au plus la durée pour que on arrive à 90% est courte. C'est normal, on s'y attend, ils ont une consommation d'oxygène plus importante et des réserves pulmonaires moindres. Mais ce qu'ils ont aussi remarqué, c'est que une fois qu'on les reventile, ils continuent à désaturer. Donc attention, une bonne préoxygénation ne vous protège pas. Et donc ça c'est une étude faite en Chine, il y a longtemps aussi, et probablement qui serait infaisable maintenant pour des considérations éthiques. Ils ont pris 150 enfants de 3 mois à 12 ans, les ont préoxygénés pendant 2 minutes.
Puis ils ont fait une induction en séquence rapide qui était pentotal, fentanyl, myoplégie. Et ils ont mesuré le temps qu'il faut pour que la saturation descende soit à 95, soit à 90%. Et alors, suivant les groupes, ils ont dit, une fois qu'il est à 95%, je reventile avec 100%. Et ils ont regardé si ça continuait à descendre ou pas. Ils avaient lu la petite lettre. Première chose, en faisant comme ça, ils ont vu que pour descendre à 95 ou à 90, mais les petits ont besoin de moins de temps que les grands. Donc c'est à nouveau le même message, au plus l'enfant est petit, au plus il désature vite. Et ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils ont regardé les désaturations après qu'on reventile. Donc ici vous avez 3 mois à 1 an, 1 à 3 ans, 3 à 12 ans. Et donc suivant le seuil qu'on prend 90 ou 95, et vous voyez que c'est des groupes assez similaires, ils ont regardé combien descendait en dessous de 90 ou 95 après qu'on les reventile avec 100% d'oxygène. Et donc vous voyez, ici, les tout petits, je reventile à 100% d'oxygène quand il est à 90 de saturation. Il y en a qui descendent en dessous de 70, il y en a qui descendent en dessous de 80, il y en a quelques-uns qui descendent en dessous de 90. Donc sur les 20, ils continuent tous à descendre. Si on prend les 1 à 3 ans, sur les 20, il y en a 13, non, attendez, 16, 20, de nouveau les 20 descendent encore en dessous, de nouveau en dessous de 90, il y en a même qui descendent en dessous de 70. Chez les plus grands, ça devient un peu moins catastrophique, il n'y en a plus que 6 qui descendent en dessous de 80. Attention, c'est pas anodin du tout, c'est pas anodin pour le cerveau de l'enfant, mais imaginez, vous avez intubé, vous ventilez et il continue à désaturer. Votre premier réflexe, c'est de dire « je ne suis pas dans le bon trou ». Si vous êtes dans le bon trou, c'est simplement la physiologie. Donc, faire attention, la saturation, c'est important, mais il faut aussi la capnographie et l'auscultation. Parce qu'il faut faire la différence entre intubation ésophagienne, et bien sûr, il faut tout de suite retirer le tube, reventiler et réintuber, ou intubation trachéale vraie, mais où j'ai simplement un retard de resaturation. Donc, faites bien le diagnostic différentiel. Il arrive de temps en temps qu'on retire un tube qui était bien mis. Donc, qu'est-ce qu'il recommande? Dès que la saturation descend sous 95, reventiler à 100% l'oxygène. Même si c'est un estomac plein, vous allez voir. Et pourquoi il y a un retard de resaturation? Quand vous reventilez quelqu'un avec 100% d'oxygène, il faut d'abord que ce que vous mettez dans votre circuit arrive dans les alvéoles, puis des alvéoles dans les artères, et puis il y a le temps de circulation pour que ça arrive à la probe. Et puis il y a aussi le délai de réponse de l'oxymètre. Le délai de réponse de l'oxymètre, il est le même pour la descente que pour la montée. Donc ça, on peut l'éliminer. Mais donc, il y a une explication physiologique à tout ça. Comment est-ce que vous pouvez juger de la qualité d'une préoxygénation? Vous pouvez regarder votre capno. Si vous avez un beau capnogramme, et donc c'est difficile chez l'enfant, mais une fois que vous l'avez endormi, que vous le ventilez, vous pouvez regarder ça. Vous avez bien sûr les gaz, le CO2 et les gaz anesthésiques, mais vous avez aussi la concentration d'oxygène. Et donc si vous regardez ici, vous voyez la concentration d'oxygène était à 88. La FiO2 est à 95. Bon, parce que j'aime pas ventiler à 100%. Et donc si vous avez 90% de la fraction inspirée en expirée, vous avez fait une préoxygénation efficace. Vous n'arriverez jamais à 100%. Alors, première, et donc, la préoxygénation, c'est important, difficile à faire. Et vous voyez que la préoxygénation ne vous protège pas, si vous arrêtez de ventiler, ne vous protège pas d'une désaturation et d'une hypoxémie. Maintenant, on vous dit dans les livres, il faut mettre une dose prédéterminée d'un hypnotique. Vous mettez celui que vous voulez, le Pinto, le Propofol, l'étomidate. Le problème, c'est que la laryngoscopie que vous allez faire, c'est une manœuvre très stressante. C'est quelque chose de hémodynamiquement très stressant, et donc vous allez faire ça sans analgésie. Est-ce que c'est correct? Nos prédécesseurs, et nous on l'a fait aussi, on ne mettait pas de morphine et de morphinique parce qu'on avait peur que ça fasse vomir le patient. Ben non, c'est un analgésique. Il n'est pas nécessaire de mettre des énormes doses, mais il faut quand même mettre un analgésique. On ne titre pas. Ça va à l'encontre de tous nos principes. On va toujours adapter la dose au patient. Là, on donne la même dose à tout le monde. Donc, vous pouvez avoir un surdosage et quelqu'un qui a plus de tension après l'intubation,
ou au contraire un sous-dosage et quelqu'un qui va monter sa tension, devenir tachycarde ou être à moitié éveillé pendant la laryngoscopie. Pression cricoïdienne. On vous dit dans les livres, pression cricoïdienne c'est magnifique. Monsieur Selick a montré que quand on pousse sur le cartilage cricoïde, on écrase l'ésophage entre le cricoïde et la vertèbre et donc l'ésophage est bouché. Donc, en fait c'est un vieux truc la pression cricoïdienne. Ils ont déjà montré ça au XVIIIe siècle. Mais ils l'utilisaient pour réanimer les noyés, pour éviter de gonfler leur estomac. Tiens, c'est pas tout à fait la même chose, c'est juste l'inverse. Selick l'a décrite en 61. Alors c'était chez des patients dont le cou était en hyperextension. Donc à l'époque, on appelait ça la position d'amygdalectomie. Donc c'est comme ça. C'est pas du tout la position de reniflement que nous on utilise. Donc ils étaient comme ça en hyperextension. Et la conclusion, c'était sur quelques cadavres et puis sur quelques patients après. Mais la conclusion, à la fin de son article, c'est que si on exerce une pression cricoïdienne, on peut ventiler les poumons en toute sécurité sans gonfler l'estomac. Donc la manœuvre de Selick a été inventée pour ne pas gonfler l'estomac. Ce n'est pas du tout ce que nous faisons avec ça. D'autres études à l'époque ont montré que c'est efficace même si on met une sonde gastrique. Ça c'était important à savoir. Il y a eu des longues bagarres ici il y a 20 ans pour ceux qui mettaient la sonde gastrique, ceux qui l'ont enlevée. Non, si vous faites un Selick sur une sonde gastrique, le Selick restera de la même efficacité, vous allez voir ce que j'en dis après, mais l'important c'est que vous avez une soupape. S'il y a la pression qui augmente dans votre estomac, vous avez une soupape vers l'extérieur qui permet que ça se vide par la sonde à l'extérieur plutôt que dans le pharynx. La manœuvre des Selick est efficace pour éviter l'insufflation gastrique. Donc ils ont fait ça chez des nourrissons et des enfants qui étaient ventilés au masque et ils montaient jusqu'à 40 cm d'eau. Donc ils avaient un manomètre et ils montaient jusqu'à 40 cm d'eau, ils auscultaient, et il n'y a rien qui passait. Donc c'est efficace pour éviter de gonfler l'estomac. C'est des vieux papiers, donc, mais vous voyez, on fait tout à l'envers. On vous dit c'est efficace pour éviter de gonfler l'estomac et on vous apprend que c'est efficace pour éviter que ce qu'il y a dans l'estomac remonte vers le pharynx. Ça a été fort critiqué. Ça peut rendre la ventilation ou l'intubation difficile. Et toutes les guidelines, toutes les recommandations vous disent, faites le Selick. Mais si le patient est difficile à ventiler ou intuber, lâchez le Selick. C'est pas facile à faire correctement. Vous devez demander à quelqu'un de le faire. Si vous demandez à 4 infirmières autour de vous de faire un Selick, vous aurez 4 Selick différents. C'est très difficile à faire. À une main ou 2 mains, on met une main en dessous, une main en dessus, avec 2 doigts, 3 doigts. Est-ce qu'il faut essayer d'immobiliser le larynx? Quelle force? Le faire avant ou après la perte de conscience? Tout ça, il y a autant d'articles que vous voulez. Ça rend difficile la pose d'un masque laryngé. Ça diminue le tonus du sphincter œsophagien inférieur chez l'adulte. Donc ça, il y a des belles études qui ont montré ça. Au moment où vous poussez sur le cricoïde chez quelqu'un endormi, son sphincter œsophagien se relâche et donc ça favorise le reflux. Plusieurs études ont été faites, maintenant on peut faire la résonance magnétique, et donc là, ils ont mis des adultes en position de reniflement. Et ils ont regardé qu'est-ce qu'il y avait vraiment entre le cricoïde et les vertèbres. Et ils ont vu que c'était l'hypopharynx, pas l'œsophage. Et quand vous en parlez aux anatomistes, ils disent, ben oui, l'œsophage, il commence anatomiquement 1 cm en dessous du cricoïde. En fait, la pression cricoïdienne diminue le diamètre de l'hypopharynx d'à peu près 1/3. Donc on ne bouge pas l'hypopharynx. Et déplace l'œsophage sans l'occlure. Donc si on regarde l'œsophage un peu en dessous, il est déplacé, mais il est toujours perméable. Donc est-ce qu'on fait une occlusion efficace de l'hypopharynx? On ne sait pas. Donc ça c'est pour vous montrer les images. Donc ça ici c'est le petit marqueur qu'il y a au niveau du cricoïde. Pour vous, cricoïde qui est anatomiquement assenti pour bien faire la coupe au bon endroit. Et vous voyez, ici on a le cricoïde et ce qu'il y a en dessous, c'est l'hypopharynx. Là il y a quelqu'un qui fait une pression de Selick. Et on voit ici que l'hypopharynx est bien comprimé contre la vertèbre. Et ici on voit que quand on fait le Selick, tout glisse et que l'hypopharynx il est entre les muscles et le cricoïde. Et qu'en fait l'œsophage que vous voyez ici
mais il commence, là il est à ce niveau-là, 2 cm sur le cricoïde. Thierry Perrot a fait ça chez quelques enfants ici, donc simplement pour vous orienter, c'est le côté gauche. Vous voyez, on fait une manœuvre de Selig chez un petit qui dort. Et vous voyez, la trachée est là avec le cric, c'est la trachée. Donc on est un petit peu en dessous du cricoïde parce que échographiquement, on ne sait pas bien voir l'ésophage avec les ultrasons. Et vous voyez que l'ésophage, il est là bien ouvert et il est déplacé vers la gauche. Et les gens qui font de l'écho transœsophagien le savent aussi que souvent l'ésophage passe à gauche de la trachée. Donc quelque part, est-ce qu'il faut jeter la pression cricoïdienne à la poubelle? Non. Je vous ai montré, ça n'occlue pas la lumière œsophagienne. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est pas parce que vous faites un sélic que vous n'aurez pas de fausse déglutition. Ça ne vous protège pas. Et souvent on a l'impression, quand on voit des inductions urgentes se réaliser, que les gens font un sélic et pensent il ne va rien m'arriver. Non, non. Vous voyez que ce n'est pas le cas. Ça peut comprimer les voies aériennes, donc ça peut rendre l'intubation ou la ventilation difficile. Moi, j'ai eu un blâme quand j'étais à Édimbourg parce que j'ai demandé à l'infirmière de lâcher un sélic pour une induction de césarienne. Parce que je ne voyais rien. Donc j'ai dit, please release it. Please release it. No. Please release it. No. J'ai pris sa main, j'ai enlevé le sélic et j'ai intubé. Donc j'ai été blâmé pour ça. Parce que ça peut rendre la ventilation ou l'intubation difficile. Donc vous voyez, il y a 30 ans, il y avait des concepts qu'on ne pouvait pas aller à travers. Et la patiente a bien été, elle n'a rien eu. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que faire un sélic, ça vous permet de ventiler au masque avec une pression d'insufflation un peu plus élevée sans gonfler l'estomac. Et ça peut être intéressant quand vous avez quelqu'un qui a des poumons pas très compliants. Et vous faites alors un sélic, ça vous permet de ventiler un petit peu avec des pressions plus élevées sans gonfler l'estomac. Le but, quand vous faites une induction en séquence rapide, c'est de garder une bonne oxygénation du patient et d'éviter de gonfler l'estomac. La manœuvre de Selig peut vous aider à ça. La myoplégine. La myoplégine, c'est magnifique, ça agit très vite. Et vous avez toujours le même message. Et comme ça, si je ne sais pas l'intuber, il va vite nouveau respirer. C'est le message que vous entendez peut-être pas tous les jours, mais très souvent. Je ne sais plus où j'ai mis ça. La durée, ça peut durer de 4 à 8 minutes. Une dose de myoplégine, ça peut durer de 4 à 8 minutes. Donc si vous devez attendre 4 à 8 minutes chez quelqu'un que vous ne savez pas ventiler pour qu'il respire, il ne sera pas en bon état. Donc attention, c'est de nouveau une fausse sécurité. La myoplégine, ça ne marche pas si vite, de façon si courte que ça. Il y a bien sûr des effets secondaires, l'hyperkaliémie, l'hyperthalie maligne, tout ça. La durée d'apnée est plus courte. Donc si vous dites, je mets de la myoplégie, et j'attends qu'il ait 95% avant de reventiler, comme on dit là tout de suite, ça va être beaucoup plus court que si vous aviez mis du tracryum ou du rocuronium. pourquoi? Parce qu'il y a les fasciculations, et la fasciculation, ça consomme de l'oxygène. Donc c'est un petit désavantage. Donc maintenant, il y a d'autres curares qui sont disponibles, et si vous avez vraiment une situation où vous dites, si jamais je ne sais pas intuber, je veux qu'il respire tout de suite, on a le Sugamadex et le rocuronium qui peuvent être utilisés dans ce cadre-là. Mais pas la myoplégine. Là, vous risquez de prendre un risque important. Apnée sans ventilation. Donc le risque, qu'est-ce qu'on a peur? On a peur de gonfler l'estomac. Et donc c'est ce que les anciens auteurs disaient, on peut facilement gonfler l'estomac si on essaye de ventiler qu'à un masque et un ballon. Mais le fait d'attendre 60 secondes sans ventiler, ça vous fait perdre tous les bénéfices de la préoxygénation. Et vous risquez aussi d'avoir une hypoxémie, comme je vous ai montré, après l'intubation, qui est mauvaise pour le patient et qui peut vous faire poser le faux diagnostic d'intubation œsophagienne. Donc, il faut trouver autre chose. Est-ce que le fait de ventiler au masque, ça fait gonfler l'estomac? Oui, tout dépend des pressions. Ici, c'est une étude qui a été faite sans Selig. Et donc, vous savez qu'il y a des gens qui mettent une canule à un masque, alors qu'on peut ventiler avec la machine. Technique que les Français aiment bien ventiler. Vous tenez le masque, c'est la machine qui ventile. Et donc ils ont fait ça, et vous voyez, suivant les pressions maximales d'insufflation qu'ils mettaient, le nombre d'enfants sont en fonction de l'âge chez qui on entendait des borborigmes. Donc il y a de l'air qui passait dans l'estomac. Vous voyez qu'au plus ils sont jeunes,
au plus ça va passer facilement parce qu'ils ont un peu un thorax très compliant, mais qu'il y en a beaucoup, il n'y a rien qui passe. Donc attention, vous pouvez ventiler, mais il faut ventiler avec des petites pressions. On va expliquer tout de suite comment on fait. Donc, en bref, l'induction en séquence rapide, classique comme dans les livres, mais vous avez une préoxygénation qui n'est pas évidente à faire, en tout cas chez les petits-enfants ou chez les personnes agitées. Donc vous avez un risque d'hypoxémie, y compris après l'intubation. La pression cricoïdienne n'évite pas la régurgitation, ça peut vous donner un faux sentiment de sécurité, mais elle peut éviter la distension gastrique, ce que vous évitez, ce que vous voulez éviter. Vous avez un risque d'hypotension ou d'hypertension, vous avez un risque d'éveil pendant la laryngoscopie, et comme le patient est en apnée et qu'il est en train de désaturer, vous êtes un petit peu pressé d'intuber, donc vous risquez de faire une intubation un petit peu cow-boy et donc d'avoir des traumatismes du larynge. C'est pas parce qu'on intube en urgence qu'il ne faut pas faire une intubation douce et atraumatique. Est-ce que cette technique expose à des complications? Parce que je vous ai un petit peu tout cassé, mais en pratique clinique, qu'est-ce qui peut arriver? Ben, des gens à l'hôpital des enfants de Philadelphie ils ont regardé leur série de nouveau, ils ont pris quelque chose comme Mexis et ils ont regardé ce qui arrivait. Donc, ils ont eu 1000 inductions en séquence rapide chez des enfants de 3 à 12 ans. 3 à 12 ans. De 2001 à 2006. Ils ont eu une régurgitation sans inhalation. On a 1000 enfants, une régurgitation. Je vous rappelle que c'était 2 sur 10 000. La statistique, le risque d'inhalation. Donc, ça ne veut pas dire trop grand-chose. Mais bon, regardons ce qui est arrivé en deçà. Ils ont regardé le nombre d'enfants qui désaturaient en dessous de 90% ou en dessous de 80% en fonction du poids. Et vous voyez que ceux qui désaturent le plus, on n'a pas les dénominateurs, c'est dommage, c'est les chiffres absolus, mais vous voyez que ce sont ceux en dessous de 30 kg. Il n'y en a aucun en dessous de 10 kg. Et donc vous avez quand même, dans cette série-là, ils avaient 6% de désaturation en dessous de 90%. Donc la désaturation est quelque chose qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Probablement que le futur, ce sera de faire une échographie avant l'induction. Si vous avez un doute sur la vacuité de l'estomac de quelqu'un, vous pouvez faire une écho. Mais je vous rappelle que l'échographie, ça dépend beaucoup de la personne qui fait l'écho. Vous devez être habitué à interpréter ça, donc il faut le faire de façon correcte. Comment est-ce que ça se fait? Et donc, il faut faire une échographie de l'antre, donc un tout petit peu à droite en dessous du foie, avant l'induction, et le faire dans 2 positions, sur le dos et en décubitus latéral droit. Pourquoi? Parce qu'en décubitus latéral droit, vous aurez une meilleure vision de ce qu'il y a réellement dans l'estomac, alors qu'à plat, ça peut être un petit peu étalé dans le fond. Sur le côté droit, c'est plus visible. Et donc, ou bien il n'y a rien du tout. Si vous ne voyez rien dans l'estomac dans les 2 positions, vous pouvez être sûr qu'il n'y a rien. Parfois, il n'y a rien couché, il y a un tout petit peu en décubitus latéral, là il y a un tout petit peu, mais ce n'est pas grand-chose. Si vous avez quelque chose dans les 2 positions, mais il y a quelque chose de significatif dans l'estomac. Ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement un risque d'inhalation, mais au moins vous savez, par exemple, quelqu'un qui vient avec un bras cassé ou une grosse urgence qui vient d'arriver, vous pouvez regarder, est-ce que j'ai un risque important ou pas? Est-ce que ça marche chez l'enfant? Ils ont fait l'expérience à Lyon et à Paris, donc ils ont pris 58 enfants, donc c'est pas beaucoup, mais ça donne une idée, qui avaient en moyenne de 6 à 12 ans. Ils ont fait une échographie dans les 2 positions de l'antre et ils ont vidé l'estomac après l'induction pour comparer, pour pouvoir valider ce qu'ils avaient mesuré avant. Alors, sur disons 64, il y en a 6 où c'était impossible de faire l'écho. Il y avait par exemple trop d'air dans l'estomac, donc c'est une des limites. Il y en a 3 où l'écho était douteux, donc ça fait déjà presque 10 sur 60. Et sur les 48 autres, il y en avait 21 où ils disaient que l'estomac était vide et 27 ceux dans lesquels ils disaient que l'estomac était plein. Mais ces critères, c'est en tenant compte des critères que j'ai démolis tout à l'heure, ces fameux critères, l'estomac rempli ou plein. Mais donc c'est pour dire que dans une majorité des cas, on peut se faire une idée. Et là, ils n'ont pas fait en fonction des grades 1, 0, 1, 2, ils ont fait en fonction du volume calculé. Ce qu'on vous propose comme alternative, c'est une technique qui est déjà utilisée en Suisse, en Allemagne, en Autriche,
c'est ce qu'on appelle l'induction en séquence rapide contrôlée. Première chose, si vous avez une occlusion digestive, vous avez un estomac distendu, il faut le décomprimer avant de commencer, c'est-à-dire mettre une sonde gastrique et garder l'extrémité ouverte à l'atmosphère. Donc, comme je l'ai dit tout de suite, ça sert de valve d'échappement. Si la pression augmente dans l'estomac parce que vous êtes en train de ventiler un petit peu trop généreusement, ça va vous donner une porte de sortie et éviter cette augmentation de pression. L'inconvénient d'avoir une sonde gastrique en place au moment de l'induction, c'est que c'est plus difficile d'avoir un masque facial étanche. C'est un peu plus difficile pour ventiler. Et il y a aussi un petit risque accru d'intubation œsophagienne. C'est en tout cas ce qu'on a constaté ici, c'est que quand vous intubez un tout petit et qu'il y a une sonde gastrique en place, mais la sonde endotrachéale elle a une fâcheuse tendance à vouloir suivre la sonde gastrique. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des sécrétions ou autre chose, mais c'est comme ça. Donc il faut le savoir, faire très attention. Si c'est une urgence traumatique, en orthopédie par exemple, a priori ils ont toujours l'estomac plein, sauf s'ils sont à jeun depuis 24 heures, mais ça c'est quand même très rare, mais que le risque d'avoir un estomac plein augmente en fonction de la diminution de l'espace entre le dernier repas et le traumatisme. Donc Sébastien mange ses tartines à l'école et puis il joue après la cour de récréation, il se casse le bras. Son estomac restera plein qu'on l'opère à 4 heures, à 6 heures ou à 8 heures du soir. Sébastien mange ses tartines à midi à l'école et il sort de l'école et il se casse le bras en sortant de l'école en vélo. Il a mangé depuis 4 heures, son estomac sera probablement vide. C'est ça l'intervalle qui compte. Maintenant, si Sébastien arrive ici et qu'il mange une gaufre avant qu'on fasse ses radios, c'est foutu, il a vraiment l'estomac plein. Donc, ce sont des notions à garder en tête. Il faut rester prudent. Ça, c'est un cas que Thierry a eu en salle. Petit nourrisson de 18 mois en bonne santé, il vient pour une hernie inguinale étranglée. Il a mangé à 7 heures, biberon et biscuits, bon, comme tout bébé. Il a vomi à 9 heures. Donc il est arrivé à 11 heures en salle d'urgence. À midi, on essaye de réduire ça avec un petit peu de dormicum rectal, ça ne marche pas. Bon, son ventre n'est pas distendu, il a vomi, donc on dit, on l'endort, et voilà l'écho. Il y avait 400 millilitres dedans après l'induction. Il n'a pas fait de fausse déglutition parce qu'il a été bien endormi. Et donc c'est pour vous dire que, attention, les estomacs pleins se cachent parfois très bien. Donc, on revient. Vous avez mis une sonde gastrique ou pas, en suivant que c'est un syndrome occlusif ou pas. Première chose, on va essayer d'oxygéner tant que possible. S'il accepte le masque, ok, profitez-en, mais s'il n'accepte pas, vous mettez le masque tout près. Toujours se poser la question, quelle est la volémie? Donc vous retrouvez qu'un patient qui est stressé, donc qui a un système orthosympathique qui fonctionne à fond, qui est vasoconstricté, et vous allez lui donner des choses qui vont le relâcher. Il ne va plus avoir mal. Donc méfiez-vous, une hypovolémie qui était masquée par l'augmentation du tonus orthosympathique peut brusquement se dévoiler. Vous allez vous retrouver quelqu'un qui est hypotendu. Donc toujours pensez à ça. Si vous êtes avec un enfant et que vous avez un petit risque, vous lui donnez 5 à 10 ml kg de physio pour le remplir avant l'induction. Comme ça, vous êtes sûr. Ce n'est pas indispensable pour un bras cassé, mais pour un syndrome occlusif, il faut y penser parce que ce n'est pas l'habitude des pédiatres de faire de la réanimation en salle d'urgence. Et puis vous allez mettre un morphinique. Pourquoi? Parce que vous allez faire un geste stressant. Hein. Deuxièmement, ça va vous permettre de diminuer les doses d'hypnotique que vous allez utiliser. Donc vous aurez moins d'effets hémodynamiques. Donc vous injectez lentement, parce que si on injecte vite un morphinique, vous risquez d'avoir soit une toux, c'est pas le moment, soit une rigidité thoracique, c'est pas le moment non plus. Et puis il faut attendre 2 à 4 minutes. Donc une induction en séquence rapide, c'est pas Sufinta, Propofol, myoplégine. Parce que tout ça ne va agir, c'est la myoplégine qui va agir avant que le patient soit endormi. Donc il faut attendre un petit peu. Je vous rappelle ce schéma que vous connaissez bien. Donc ici, c'est le délai d'action au niveau de la cible. Et donc vous voyez, là le fentanyl c'est à peu près 1 à 2 minutes. Le fentanyl c'est 3 à 4 minutes et le sufentanyl c'est 4 minutes. Donc utilisez le médicament que vous voulez en fonction de ça. Donc vous attendez 2 à 4 minutes et vous allez voir que le patient va devenir moins tachycarde, va souvent mieux respirer parce qu'il a moins mal
moins mal à son bras, moins mal à son ventre. Et donc vous allez pouvoir faire une bonne préoxygénation. À ce moment-là, vous devez choisir ce que vous voulez. Soit le propofol, soit l'étominate si c'est quelqu'un qui est en choc et pas bien du tout, donc il vaut mieux préserver ses réserves hémodynamiques, soit même la kétamine si c'est par exemple un cardiaque ou quelqu'un qui n'est pas bien. Donc ça, vous devez faire un choix. Dès qu'il y a perte de conscience, il dort bien, on est sûr qu'il dort bien, vous faites un petit essai de ventilation au masque. Si ça passe bien, on curarise. Le curare que vous voulez. Et vous ventilez pendant 1 minute. Ça ne sert à rien de mettre 1 mg/kg de recuronium. Ça ne sert à rien de mettre 0,6 ou 0,7 mg/kg d'atracurium. Vous mettez les doses habituelles. Vous allez quand même ventiler pendant 1 minute. Si vous mettez des doses trop importantes, vous allez peut-être raccourcir de 10 ou 20 secondes le délai d'intubation, mais ça n'a plus d'importance puisque vous ventilez. Et vous allez avoir une durée d'action qui va être très prolongée. Donc il faut aussi penser à ça, c'est peut-être un geste très court. C'est une occlusion sur bride, c'est fini en 25 minutes. Donc pensez à ça. Si la ventilation est difficile, ça ne passe pas. Première question, est-ce qu'il est assez endormi? Attention, de temps en temps, avec le propofol, il y a la perte du ciliaire, mais les gens ne dorment pas. Ça arrive. Le ciliaire, ça a été inventé pour le Pinto, pas pour le propofol. Si vraiment c'est impossible, vous pouvez utiliser le masque laryngé suprême ou Procil. Ce sont les masques laryngés où il y a une voie pour mettre une sonde gastrique. Donc vous savez ventiler et vous pouvez passer une sonde gastrique s'il n'y en avait pas encore, si jamais vous avez un souci. Et alors, il est facile à ventiler, vous avez curarisé et vous ventilez doucement. Ça veut dire quoi? Vous regardez le patient. Il ne faut pas regarder la machine. Vous regardez le patient et vous ventilez, vous arrêtez de pousser sur le ballon dès que le thorax monte. Vous regardez ce que vous faites. Si vous regardez comme ça, vous allez plus sentir ce que vous faites. Donc il faut, le but ici, c'est oxygéner. La PCO2 qui est à 55 n'a aucune importance dans ce cas-là. Ce que vous voulez, c'est oxygéner. Voilà, vous ventilez gentiment, le thorax monte. Si c'est difficile à ventiler, si le patient a une pneumonie ou un truc comme ça, c'est intéressant de faire un CELIC parce que ça va vous permettre de monter vos pressions de ventilation. Vous allez voir votre thorax monter sans gonfler l'estomac. Quand la curarisation est suffisante, donc après 1 minute, vous pouvez intuber facilement. Vous pouvez faire pendant la minute de ventilation, vous pouvez remettre un peu de Cevo par exemple pour entretenir l'anesthésie, pour être sûr qu'il ne se réveille pas, ou vous pouvez mettre avant d'intuber une demi-dose hypnotique, ça c'est comme vous voulez. Vous intubez en douceur avec une sonde à ballonner puisqu'il y a un risque de fausse déglutition. Vous avez tout le temps d'intuber. Et ceux qui travaillent dans les salles de pédiatrie savent bien, mais parfois c'est pas facile, ok, on recommence à ventiler, on fait un deuxième essai. On n'est pas pressé. On peut faire une intubation douce. Si on n'avait pas préoxygéné correctement, on serait en train de désaturer, de regarder, de tirer. C'est pas comme ça qu'on fait des intubations douces. Donc vous avez le temps d'intuber à votre aise tout ce qu'il faut. Maintenant, il peut y avoir des gags. Il se peut que le patient tousse ou contracte son diaphragme entre l'induction et le moment de l'intubation. Quelque chose qui n'est pas catholique là, vous lui donnez vite une demi-dose de l'hypnotique que vous avez choisi et vous intubez. Peut-être qu'il y a une petite régurgitation qui se passe, c'est possible. Peut-être qu'il ne dort pas assez, on ne sait pas. Mais dans le doute, allez sécuriser les voies aériennes. Mais de nouveau, vous avez un patient qui est oxygéné. Si vous avez une suspicion d'intubation difficile, j'aurais dû mettre cette dia à jour, il faut faire une induction où vous gardez la respiration spontanée. Même si c'est un estomac plein, vous gardez la respiration spontanée jusqu'à ce que vous ayez une sécurité des voies aériennes, qui peut être un masque laryngé. Ici, c'est un masque laryngé classique, mais sinon, vous pouvez utiliser les masques laryngés de type Procil. Donc, vous avez une voie pour ventiler et une voie pour décomprimer l'estomac. Vous devez garder une technique qui garde la ventilation spontanée. Parce qu'il n'est pas dit que ce patient qui est difficile à intuber, sans doute, n'est pas aussi difficile à ventiler. Et alors là, vous êtes cuit. Qu'est-ce qu'on fait en cas de régurgitation? Parce que ça peut arriver. Aspire. Ça régurgite, première chose, on aspire.
vous arrêtez de ventiler, vous aspirez le pharynx. Si vous ventilez, vous allez faire un aérosol de tout ce truc dans les poumons. Donc, aspirez d'abord. Intuber, l'attacher et faire une aspiration endotrachéale avant de ventiler, pour être sûr, si jamais il y a des gros morceaux, quelque chose comme ça, de les enlever avant de ventiler. Si c'est le gros bazar qui remonte, vous avez deux solutions. Vous refaites la même chose, et vraiment, si ça n'arrête pas, vous pouvez intuber l'ésophage. Comme ça, tout ce qui sort de l'ésophage va se passer dans le tube et partir à côté du patient. Et vous avez le temps d'aspirer et puis d'intuber avec un autre tube la trachée. L'amygdale qui saigne, ça c'est le piège. Il faut faire attention. La plupart des amygdales qu'on a ici, elles saignotent. Et donc au moment où elles ont saigné, et donc au moment où vous les endormez, le gros problème c'est l'anémie et un estomac plein de sang. Et le troisième point, c'est que vous pouvez avoir du sang dans la bouche. Et ça, c'est un piège. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, se renseigner, est-ce qu'il était facile à intuber ou pas? Et avec quel tube? Il faut avoir tout sous la main. Volémiser avant l'induction. C'est de nouveau un enfant stressé qui a probablement perdu du sang et on ne sait pas combien. Donc, attention, il faut le volémiser avant l'induction. Avoir une bonne aspiration en marche et pas nos petits tubes d'aspiration habituel, vous demandez une aspiration chirurgicale, une sonde de Yankover. Parce que les petites aspirations qu'on a, si vous avez un caillot qui se met sur le trou, elle n'aspire plus rien. Les Yankover, c'est un gros trou, il y en a 2 ou 3, ça va continuer à aspirer. Vous faites votre induction en faisant la même chose, en titrant les doses anesthésiques, mais vous aspirez le larynx avant de ventiler. Donc, le patient dort, petite laryngoscopie, j'aspire le larynx et puis je le ventile. Si jamais ça saigne, quand vous intubez, il y a du sang qui monte, essayez de voir de quel côté ça vient. Vous pouvez demander à quelqu'un de comprimer la carotide du côté d'où ça vient. Parfois c'est une plaie carotidienne, un saignement d'amygdale, parce que la carotide est juste derrière. Ça peut sauver la vie. Pensez-y, ça vous arrivera peut-être jamais, mais le jour où ça vous arrive et que vous le faites, vous serez content après. Est-ce que c'est sécurisant cette technique-là? Les gens qui l'ont mise au point, c'est l'équipe de Zurich, ils ont fait la même chose que ceux de Philadelphie. Ils ont pris 1000 cas d'estomac plein, 0 à 18 ans, pas de 3 à 12 ans, 0 à 18 ans. Donc ils ont été plus bas. Donc il y en avait 144 qui avaient en dessous de 3 ans. Il n'y avait pas de cardiopathie cyanogène, parce que ça perturbe un petit peu les trucs. Ils ont eu un cas de régurgitation, aucune aspiration, et ils ont eu 5 cas de désaturation en dessous de 90 et 3 cas de désaturation en dessous de 80. Quand on regarde, donc il faut savoir qu'eux, ils ne ventilent pas au-dessus de 15 cm d'eau. Ils ne font pas de sélique et ils ne ventilent pas au-dessus de 15 cm d'eau. Et là-dedans, il y en avait qui étaient en OAP. Ici, il y en avait un ou deux en OAP et là aussi en OAP. Donc, c'est des enfants qui ont une compliance pulmonaire diminuée. Et il est probable qu'ils ne parvenaient pas à bien les oxygéner parce qu'ils ne faisaient pas la manœuvre de sélique. Et donc vous voyez de nouveau, on a les mêmes chiffres que l'autre étude, mais de nouveau on est en dessous de 10 000, donc on ne peut pas dire grand-chose. Donc ce que je vous ai montré ici, c'est une autre façon de procéder à une induction en séquence rapide qui assure une bonne oxygénation, une analgésie et une anesthésie au moment très stressant qu'est la laryngoscopie, une bonne stabilité hémodynamique et des bonnes conditions d'intubation, sans augmenter le risque d'inhalation par rapport aux techniques classiques. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est déjà en pratique, officiellement, réglementé et tout, en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Et plusieurs personnes demandent en France que la SFA revoie ces réglementations en fonction de ça, mais il faut un peu de temps, il faut que des experts se réunissent et tout ça. Voilà, merci pour votre attention.